Alors je vous garantis que vous allez devoir démissionner si vous envoyez un courrier recommandé de demande de rupture conventionnelle. Sont-ils obligés de vous répondre? Non. Que vont-ils vous répondre? Non. Si vous faites ça, vous êtes foutu. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement pourquoi et ce qu'il faut faire à la place. Je m'appelle Amalric, expert en négociation de départ, certifié à Harvard, fondateur de rupturepro.com. Chaque semaine, depuis 5 ans, je reçois 1 à 2 appels de cadres qui m'appellent après un refus. Depuis 5 ans, c'est près de 500 personnes qui ont tenté ce courrier ou cette demande orale et qui sont repartis avec zéro. Le zéro de la défaite. Le zéro de la défaite. Le zéro éliminatoire. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement pourquoi cette demande est une faute stratégique, ce qui se passe réellement dans la tête de votre DRH quand il la reçoit et la stratégie de négociation asymétrique, la SNA, qui fonctionne. Et voici la vérité que personne ne vous dit. La rupture conventionnelle ne se demande pas, elle se négocie. Et dans toute négociation, celui qui demande est celui qui concède. Vous êtes à bout, vous pensez qu'il faut formaliser les choses, vous avez tort. Vous êtes sûr de votre bon droit, parce que le Code du travail appelle ça une rupture d'un commun accord. Les deux mots qui comptent sont commun, accord. Si l'une des parties refuse, elle peut refuser, indéfiniment, sans justification, sans frais. L'employeur n'a aucune obligation légale de répondre positivement à une demande de rupture. Aucune. Et pourtant, vous me direz, oui, mais plus de 500 000 ruptures conventionnelles ont été signées en 2024. C'est l'un des modes de fin de CDI les plus courants depuis la création de 2008. Alors, on croit naïvement que, puisque ça fait la une des journaux, débat à l'Assemblée nationale ou encore sur BFM, eh bien c'est facile. Aussi facile qu'une lettre à la poste. Eh bien c'est exactement ce que le discours politico-médiatique veut vous faire croire pour que vous demandiez votre rupture. Cyprien Battu et Éric Morin de la Paris School of Economics ont étudié la réalité de ces chiffres. Leurs conclusions sont sans appel. La majorité de ces ruptures ne naissent pas d'une demande du salarié. Elles naissent d'une initiative de l'entreprise. Règle de base en négociation, si je demande, je n'obtiens rien. On ne montre pas son jeu. Ça, c'est extrêmement important. Sauf que là, vous venez de jouer, carte sur table. Et en face, ils ne vont pas miser. Vous croyez avoir repris le contrôle. En réalité, vous venez de céder entièrement. Je vous parle de Carole, directrice marketing dans une ETI de 400 personnes. Elle avait 12 ans d'ancienneté. Un intermédiaire, croyant sincèrement suivre la procédure, lui conseille d'envoyer le recommandé pour officialiser. Elle l'envoie lundi, le jeudi suivant, elle est convoquée. Le DRH la regarde et lui dit « Eh bien Carole, on a bien reçu votre courrier, on ne peut pas accéder à votre demande. Si vous avez des difficultés dans votre poste, on est là pour vous accompagner. » Et elle souriait. Ce sourire, elle n'avait pas compris ce que ça signifiait. Eh bien moi si, mais ce n'était pas tout. Ce qui s'est passé ensuite est encore plus révélateur. 3 semaines plus tard, les signaux ont commencé à changer. Moins d'informations transmises, des réunions sans elle, une collègue briefée discrètement sur ses dossiers, et puis un jour, quelqu'un lui a demandé, l'air de rien, de transmettre sa méthodologie sur un projet qu'elle pilotait depuis 2 ans. Et ce n'était pas un hasard. Son courrier était devenu leur feuille de route. Ce sourire, c'est celui d'un joueur de poker qui vient de voir vos cartes. Voici leur logique exacte. Première réaction, le soulagement. Il n'y a pas de panique, le soulagement. Vous venez de confirmer que vous voulez partir. Deuxième réaction, le calcul. Combien ça coûte si on dit oui? 0 si on dit non et qu'on vous pousse à démissionner. Mais il y a aussi une troisième dimension que peu de gens mesurent. Ce courrier, ils le gardent précieusement. Parce que si plus tard vous tentez de faire reconnaître une dégradation de vos conditions de travail ou un harcèlement, votre employeur sortira ce courrier au moment opportun. Il dira au juge « Regardez, cet employé voulait simplement partir. Comme il n'a pas obtenu sa rupture conventionnelle, il invente maintenant un conflit pour l'obtenir par la force. » Et là, votre crédibilité, elle s'effondre. Le courrier que vous pensiez être une démarche de bonne foi est devenu l'arme qui prouve que votre démarche n'était qu'une combine pour partir avec un chèque. Le sociologue Albert Hirschman, dans Exit, Voice and Loyalty, l'a démontré dès 1970. Celui qui signale, je cite, ouvertement son intention de partir, perd simultanément sa capacité à négocier et sa crédibilité en interne. Il brûle ces 2 atouts en un seul geste. Et d'ailleurs, les recherches en comportement organisationnel de Griffith sur le turnover des salariés montrent la même mécanique.
Dès qu'un salarié signale son intention de partir, les managers réduisent l'investissement, les opportunités et la confiance. Ce n'est pas moral, c'est mécanique. Quand j'entends cette phrase « on est arrivé au bout de la relation avec mon employeur », vous êtes arrivé au bout d'une relation ne signifie pas qu'il faut précipiter la séparation. Dans un divorce, celui qui veut partir le premier paye souvent le plus cher. Et celui qui met la preuve de sa volonté de partir par écrit paye encore plus cher. Donc ne faites pas le premier pas. Vous vous retrouvez dans une impasse que vous n'avez pas vu venir. Et elle s'est créée de vos propres mains. Un directeur commercial qui avait 15 ans d'ancienneté, fatigué depuis le rachat, m'appelle 3 semaines après avoir grillé son unique cartouche. Et il me dit, depuis que j'ai fait savoir que je voulais partir, j'ai l'impression qu'il me regarde différemment. Mes réunions ont été réduites, on ne m'invite plus au comité de direction, mon manager est devenu froid, presque un peu distant, voire même hostile. Et il ajoute, en fait, j'ai l'impression d'être devenu transparent. Eh bien, il vivait ce que j'appelle la mise sous cloche. Il y a une chose qui ne se mesure pas encore, et c'est là que ça fait vraiment mal, il ne mesure pas ce qu'il a perdu en chiffres. Voici ce qu'une rupture conventionnelle validée vous ouvre comme droit. D'abord, vous avez une indemnité spécifique de rupture. Alors, au minimum, un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années, puis un tiers au-delà. Selon la DARES, c'est l'Institut statistique du ministère du Travail, l'indemnité médiane reçue par les cadres ayant plus de 10 ans d'ancienneté est de 62 360 €. Et ensuite, c'est crucial, le droit au chômage. Avec un refus, vous n'avez rien. 0 indemnité, 0 droit au chômage. Et vous ne pouvez pas contester le refus devant les prud'hommes. Le recours n'est possible qu'après homologation d'une convention. Pas de convention, pas de recours. Donc vous êtes dans une impasse juridique parfaite. Et depuis 2026, la situation s'est encore complexifiée. Depuis le 1er janvier, les employeurs doivent verser une contribution patronale unique de 40% sur la part exonérée de l'indemnité. Donc 40% de plus comme chèque à l'URSSAF. En fait, c'est une mesure pour freiner le dispositif et donc favoriser aussi le maintien des seniors dans l'emploi. Ce que ça veut dire concrètement, pour vous, votre employeur est encore plus frileux qu'avant. Donc arriver avec un courrier recommandé sans préparation dans ce contexte, c'est demander à quelqu'un de dépenser plus d'argent qu'avant sans lui donner la moindre raison de le faire. Et d'ailleurs, Daniel Kahneman l'a décrit dans son livre Thinking Fast and Slow. Il parle de la Prospect Theory. En gros, la douleur d'une perte est psychologiquement 2 fois plus puissante que le plaisir d'un gain équivalent. Et ce que vos RH savent intuitivement, c'est que si vous êtes suffisamment en souffrance, vous préférerez démissionner pour fuir la douleur plutôt que de tenir. Donc il joue sur votre psychologie, il joue la montre et ça marche la plupart du temps. Alors, cette phrase « j'y ai laissé ma vie de famille et ma santé », c'est là où mène finalement la mise sous cloche, quand on n'a pas de stratégie. Déjà, c'est 62 000 € d'indemnité médiane sur la table, que vous laissez à votre employeur. C'est des mois de chômage perdus, de filet de sécurité, au cas où, surtout quand on va entreprendre, ou quand on a une période d'essai, quand vous prenez un CDI, ou quand on fait une reconversion. Ce n'est pas une abstraction, c'est ce que coûte l'erreur du courrier. Alors on me dit, résigné, « ouais, mais j'ai fait le dos rond jusqu'à ce que les petits soient grands, etc. » Oui, mais je comprends, vous avez besoin peut-être d'avancer, vous avez besoin de filets de sécurité. Mais faire le dos rond sans plan d'évasion, c'est laisser le temps travailler contre vous et contre votre compte épargne en quelque sorte. Alors avant de passer à la suite, si ce que vous venez d'entendre résonne avec ce que vous vivez en ce moment, si vous avez déjà envisagé de demander, ou si vous sentez que vous approchez de ce moment sans savoir quoi faire, ne laissez pas le temps travailler contre vous davantage. Une négociation de départ ne s'improvise pas. Chaque semaine qui passe sans stratégie, c'est une semaine où votre employeur prend de l'avance. Si vous voulez construire votre plan de sortie avec quelqu'un qui connaît les coulisses, prenez rendez-vous confidentiel sur rupturepro.com. Vous commencez à vous dire que vous n'avez peut-être pas d'autre choix. C'est exactement ce qu'ils attendent. Une cadre RH, quelqu'un qui connaît les mécanismes de l'intérieur, donc, me consulte. Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, vous connaissez le dicton. Et elle sait parfaitement ce qu'est une rupture conventionnelle. Elle sait comment ça fonctionne juridiquement et pourtant, après 18 mois de pression, de projets retirés un à un de son périmètre, elle me dit « je pense que je n'ai pas le choix, je vais devoir démissionner ».
Et je lui pose une seule question. Avez-vous cherché un autre emploi en parallèle? Silence. Elle me dit non, j'étais trop épuisé pour ça. Eh bien, c'est ça le piège. On vous épuise assez pour que vous ne puissiez plus voir les autres options. Et une fois que vous ne voyez plus les autres options, eh bien la démission semble être la seule porte disponible. Mais c'est une porte qu'on vous a construite exprès. La démission est l'option qui vous coûte tout et qui leur coûte rien. Vous perdez vos indemnités de rupture, vous perdez vos droits au chômage, dans la grande majorité des cas, et vous partez les mains vides après des années de contribution. Et une étude publiée par l'université de Berkeley en 2024, qui a été menée par Karen Schuffer, ce qu'ils appellent la Conflict in Dismissal. Cette étude a mesuré le taux d'acceptation des demandes de séparation initiées unilatéralement par les salariés. 11%. 11%, seulement 11%. Donc le corollaire direct, 89% des cadres qui demandent leur rupture conventionnelle en France sans préparation repartent avec zéro. Et ce n'est pas une anecdote, c'est une politique de refus systématique pour éviter de créer un précédent, d'encourager les comportements opportunistes, de protéger la rentabilité de la société. Et la séparation ne devient acceptable pour un employeur que lorsqu'il lui paraît finalement mutuellement bénéfique. Le fameux « c'est du win-win », c'est du gagnant-gagnant. Donc si vous demandez, ça ne l'est pas. Si vous créez les conditions, ça peut l'être. Et Christina Maslach, dans Burnout, The Cost of Caring, a montré comment l'épuisement affecte la capacité de jugement. En fait, une personne épuisée ne prend plus des décisions rationnelles, elle prend des décisions pour fuir la douleur, pas n'importe quelle porte. Et cette porte, souvent, c'est la démission. Alors que vous ayez un boulot ou pas derrière, dans tous les cas, vous prendrez le premier boulot qui passera, parce que vous aurez tellement mal, vous en aurez tellement marre, vous vous direz, en fait, je pars. Et je prends le premier boulot qui vient. Et ce qui est intéressant, c'est que Cynthia Shapiro le documente dans ce livre Corporate Confidential. Je cite, « Le processus de pousser vers la sortie est subtil, opaque, sans trace juridique exploitable. Ils ne font pas de faute. Ils créent les conditions pour que vous en fassiez une. » Alors, je pars, je me prépare. Ça, c'est la philosophie que je répète à chacun de mes clients. Partir n'est pas un acte impulsif, c'est le résultat d'une préparation. Partir propre, partir par le haut. Voilà l'objectif. Pas partir vite, pas partir pour fuir, pas partir en claquant la porte, pas partir n'importe comment. Non, partir avec un matelas financier, avec sa réputation intacte, avec la tête haute. La démission, ce serait une défaite pour moi. Je l'entends souvent. Le zéro de la défaite, c'est ça la démission. Vous prenez rien. Et cette intuition est juste. Ne laissez pas l'épuisement vous faire confondre l'urgence avec la stratégie. Vous avez compris ce qu'il ne faut pas faire. Il est temps de comprendre donc ce qu'il faut construire. Je repense à ce directeur financier. Il travaille dans un groupe industriel, 20 ans d'ancienneté. Quand il me consulte, il est fatigué, mais il n'a pas encore craqué. Il n'a pas envoyé de courrier. Il n'a rien dit. Il a juste ce sentiment que le compte n'y est plus. Il sent que quelque chose est fini, mais il ne sait pas comment en sortir sans tout perdre. Ensemble, on a construit une stratégie sur 4 mois, pas agressive, pas conflictuelle, pas de demande. Non, une stratégie qui lui a permis de ne jamais montrer ses cartes, mais de maintenir une position de valeur en interne et de créer les conditions dans lesquelles c'est l'entreprise et non lui qui a initié la conversation sur son départ. Et il est parti avec 14 mois de salaire. 0 conflit, 0 tribunal, 0 courrier de recommandé de sa part. Non, jamais. Et il a eu son pot de départ et on l'a félicité à la fin. Merci pour cette négociation constructive. Et c'est ça qui est important. On n'est pas à couteau tiré. Alors, la SNA, la stratégie de négociation asymétrique, repose sur un principe central. Vous ne demandez jamais, vous créez les conditions pour qu'on vous propose. Et l'asymétrie, c'est ça. Vous avez l'information, vous avez la patience, vous avez la méthode, et eux, ils pensent avoir le contrôle. Et cette stratégie ne se déploie qu'en 4 étapes. La règle d'or, qui les gouverne toutes, c'est jamais d'écrire en premier. Jamais d'écrit en premier. Votre premier contact est toujours informel, oral, stratégique. Voilà, vous ne laissez aucune trace, rien qui puisse être retourné contre vous.
L'étape 1, c'est l'inversion accusatoire. C'est là que tout commence et c'est ce que personne ne vous explique. L'inversion accusatoire, c'est un ensemble de signaux comportementaux que vous activez dès les premiers jours, les premières semaines, sans jamais prononcer le mot départ. L'objectif, c'est de créer dans l'esprit de votre employeur l'impression que c'est lui qui a un problème à résoudre, pas vous. Vous augmentez subtilement votre visibilité sur certains dossiers tout en vous retirant d'autres. Vous posez les bonnes questions en réunion, celles qui amènent votre manager à verbaliser lui-même les tensions, les réorganisations, les inadéquations de poste ou encore les choses un peu floues. Vous laissez l'entreprise écrire l'histoire à votre place et le résultat, quand c'est bien fait, c'est eux qui viennent vers vous et pas l'inverse. C'est eux qui abordent le sujet et pas l'inverse. Vous n'avez rien demandé et c'est précisément pour ça que vous êtes en position de force. Deuxième étape, le sondage informel. Une fois les premiers signaux activés, vous demandez un entretien pour discuter de votre avenir dans l'entreprise. Vous prenez la température. Voilà, quelles sont mes perspectives ici à moyen terme? Ou je sens que j'arrive à la fin d'un cycle. Voilà. Vous observez la réaction. La porte se ferme ou s'en trouve? Vous n'avez rien demandé. On ne peut rien vous refuser et il n'y a aucune preuve. Et l'étape numéro 3, c'est d'éliminer les alternatives de l'employeur sans jamais les refuser. C'est l'étape que personne ne voit venir. Et c'est celle qui détermine absolument tout. Quand le sujet de votre avenir est évoqué, votre employeur n'a pas qu'une option devant lui. Il en a plusieurs. C'est ce que les négociateurs d'ailleurs appellent les BATNA, les Best Alternatives to a Negotiated Agreement. C'est de l'américain, on appelle ça aussi les MESOR en français. Donc c'est les meilleures alternatives à un accord. Et dans votre cas, ça ressemble à ça. Peut-être qu'on va vous proposer un aménagement de poste, ou une promotion pour vous retenir, ou une augmentation de salaire, ou une mobilité interne, ou un nouveau périmètre, peut-être une mission aussi de transition, ou on va peut-être vous dire reste un petit peu au chaud, les choses vont se décanter. Prends ton mal en patience. Voilà, toutes ces options lui coûtent moins cher qu'une séparation à votre employeur. Et tant qu'elles existent, il les préférera. Votre travail, et c'est là toute la finesse de la SNA, c'est de les éliminer une par une sans jamais les refuser frontalement. Parce que sinon, on va vous dire tu refuses tout, en même temps, qu'est-ce que tu veux? Ou alors tu refuses tout, si t'es pas content, la porte est grande ouverte. Donc si on vous propose une mobilité, vous ne dites pas non, vous dites c'est une idée intéressante, mais dans mon contexte actuel, je ne suis pas sûr que ça corresponde vraiment à ce dont j'ai besoin pour me projeter. Si on vous suggère une nouvelle mission, par exemple, vous accueillez l'intention, ok, et vous posez les questions qui font apparaître les limites. Vous n'êtes pas réfractaire, vous êtes réflexif. Ça, c'est une nuance capitale. Parce qu'un refus direct les braque et les protège juridiquement. Un questionnement bien conduit les amène de leur propre chef à conclure pas à pas que les alternatives ne tiennent pas. Et une fois que toutes leurs options sont épuisées, pas refusées, elles ne sont pas refusées par vous, elles sont épuisées par eux. Il ne reste qu'une seule issue raisonnable pour les deux parties. C'est ce qu'on appelle l'accord mutuel de séparation, l'AMS. Et là, l'employeur arrive à cette conclusion par lui-même. Vous n'avez rien demandé, vous avez simplement accompagné le raisonnement jusqu'à son terme logique. Et là, à ce moment-là, vous avez le minimum légal. Vous avez votre chômage. Et la dernière étape, la quatrième, c'est donc la négociation formelle, seulement après l'AMS. Là, on va parler argent, là, on va parler conditions. Et c'est si et seulement si vous avez obtenu cet accord mutuel de principe, il propose un entretien officiel pour parler des modalités. C'est là que la procédure démarre vraiment. C'est à ce moment que vous parlez des chiffres, le montant de l'indemnité. Vous pouvez et vous devez négocier au-delà du minimum légal, la date de départ, les soldes de congés, etc., etc. Étape numéro 5 en plus, la formalisation. Ça, c'est la toute dernière étape. C'est le formulaire CERFA, c'est la convention de rupture, le portail TLRC, etc. Tout ça n'est que la conclusion écrite d'un accord que vous avez déjà obtenu oralement. Vous ne signez que lorsque tout est réglé. Vous disposez ensuite de 15 jours de rétractation. Ce n'est pas un point de départ, voilà, c'est un point d'arrivée. William Bridge, dans Transitions, distingue 3 phases dans toute transition réussie. La fin, le vide et le nouveau départ. Le vide, c'est cette période inconfortable où vous n'êtes plus dans l'ancien et pas encore dans le nouveau finalement. Et c'est précisément dans ce vide que la SNA se construit. Didier Bille, qui est un ancien DRH et qui a écrit ce bouquin « DRH, la machine à broyer », décrit l'asymétrie d'informations qui existe au moment d'une séparation. En fait, l'entreprise connaît ses marges de manœuvre. Elle sait ce qu'elle est prête à payer. Elle sait ce qu'elle peut et ne pas faire. Elle connaît aussi, vous, votre attitude en général. Elle sait aussi vous renifler. Et vous ne savez rien, sauf si vous avez préparé. Approche méthodique parce qu'on a une approche méthodique
pour éviter de griller son unique cartouche. Vous savez que vous avez une unique cartouche. Eh bien, c'est exactement ça, une approche méthodique. Pourquoi ce sera à moi de partir, me direz-vous? Ce n'est pas forcément à vous de partir. C'est à vous de décider de partir aux conditions qui vous conviennent. Et la nuance est énorme. Vous avez le droit de vouloir partir. Vous avez le droit de vouloir de l'argent pour ça. Ce n'est pas de la cupidité, ce n'est pas de la cohérence, c'est je ne veux pas partir sans rien, j'ai donné 20 ans de ma vie à cette entreprise, je souhaite juste une sorte de payback. Oui, et ce payback ne s'obtient pas par courrier recommandé. La lettre recommandée, c'est comme un râteau. Si vous marchez dessus, boum, elle se retourne contre vous. Et là, vous partez une main devant, une main derrière. Alors, ce n'est pas une fatalité, mais c'est une erreur de méthode. Et une erreur de méthode, ça se corrige. Et donc là, on arrive à un point, c'est tout est une question d'enjeu. Si vous êtes prêt à démissionner, franchement, prenez un râteau ou pas, c'est pas grave. Mais si vous avez 10, 15, 20 ans, 30 ans d'ancienneté et que vous estimez que vous ne pouvez pas partir sans rien, alors ne marchez pas sur ce râteau. Et une méthode. Et William Bridges écrivait que toute transition réussie commence par une fin consciente. Pas précipitée, pas subie, consciente. Voilà ce que je veux que vous reteniez dans cette vidéo. Et ça, c'est extrêmement important. C'est qu'envoyer un courrier recommandé ou demander oralement, c'est une façon d'agir sans vraiment oser. C'est dire, en gros, eh bien, je veux partir sans assumer la responsabilité de construire les conditions de ce départ. C'est déléguer votre sort à votre employeur en mode « pouf, ça passe ou ça passe, Inch'Allah, on verra bien ». C'est espérer qu'il sera généreux. Mais il ne le sera pas. Vous êtes en demande, vous tendez la main pour qu'on vous donne quelque chose. Pourquoi il vous le donnerait? Mettez-vous à sa place. Pourquoi il vous paierait pour partir alors qu'il vous a payé toutes ces années? Mettez-vous à sa place. Négocier votre départ, c'est oser comprendre les règles du jeu. C'est oser prendre le temps de vous préparer. C'est oser ne pas montrer vos cartes. C'est oser partir quand vous avez construit votre position, pas quand vous êtes au bout du rouleau. Et je viens de raccrocher avec un cadre qui travaille à l'étranger, dans une grosse industrie. Ça brasse beaucoup d'argent. Il me dit, ça fait 25 ans que je fais ça. Et il me dit, en fait, maintenant, l'industrie a changé. On est vraiment, c'est de la boucherie, on est devenu des numéros. C'est quelqu'un qui est membre de Comex, mais on est devenu des numéros. On est remplaçable, et puis en fait, aujourd'hui, voilà, on rentre dans des cellules de tableur Excel. Mais est-ce que vous méritez qu'on vous delete, on supprime la cellule? Est-ce que vous méritez qu'on vous dise, bon ben voilà, tu as donné 25 ans, un quart de siècle de ta vie, et puis si t'es pas content, tu t'en vas. Alors, voici la permission que je vous donne aujourd'hui. Vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de vouloir partir, vous avez le droit de vouloir de l'argent pour ça, vous avez le droit de prendre le temps de le faire correctement, vous avez le droit aussi de ne pas tout sacrifier parce qu'un courrier recommandé vous semble peut-être être le geste le plus simple dans un moment de fatigue. Et vous avez le droit de démissionner. Il n'y aura certainement pas mort d'homme. En revanche, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer parce que cet argent-là, vous ne le reconstruirez pas. Vous ne le construirez pas quand vous avez 10, 15, 20 ans, 30 ans d'ancienneté avec votre salaire. Regardez, tout ce que vous aurez laissé sur la table, il vous faudra des années et des années pour pouvoir l'encaisser de nouveau. Rappelez-vous du montant. En moyenne, 62 000 € pour les cadres qui ont 10 ans d'ancienneté. 62 000 € sur la table. Ça date de quand la dernière fois que vous avez touché 62 000 € de la part de votre patron, comme ça, one shot, sur le compte en banque? Donc la solution la plus directe est rarement la meilleure. Pas dans ce domaine. Si vous sentez que vous approchez de cette décision, que vous cherchez une porte de sortie qui vous respecte et qui respecte les années que vous avez données, allez voir la vidéo que j'ai faite sur ce que vous pouvez réellement espérer comme indemnité. À combien puis-je vraiment prétendre? C'est la première question que tout le monde me pose et la réponse va probablement vous surprendre.